Non, il n'y a rien à faire là-dessus. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance, ça montait carrément dans les arbres pour évoquer le soleil et la pluie. Alors j'étais assez convaincant, donc j'avais une bande de copains, on était déguisés en indiens, on avait des tambours, des flûtes, on chantait au soleil, à la pluie. On s'était inventé une religion et c'était extraordinaire. Mais ce que je veux dire tout de suite d'entrée de jeu, c'est qu'aucune sculpture au monde ne sera aussi belle qu'un arbre. Voilà cette première courbe, qui pour moi est juste, me redonne de l'espoir, parce que c'est une sculpture que je n'avais pas touchée depuis longtemps. Et c'est comme un premier chant d'oiseau, c'est quelque chose qui te réveille. À partir de cette ligne-là, je reprends confiance dans toute la sculpture, je peux tout d'un coup continuer. C'est comme si je la réveillais par là. Ou si je me réveillais par là. Le bois est la matière de l'exploration de l'homme, avant le métal. Le mot materia en latin veut dire bois. Tout ce qui a été pensé en volume dans l'humanité a d'abord été pensé en bois. J'ai en aversion tout ce qui est armature. Je veux pouvoir remettre en cause ma sculpture structurellement de A à Z à n'importe quel moment. Donc, mes sculptures en bois, de temps en temps, je les coupe carrément en deux, je les décolle, je les recolle et je les perce avec des grosses barres de bois et je les recolle. Et je suis libre comme dans un dessin. Le bois donne cette possibilité extraordinaire de pouvoir toujours être mis en cause. Donc, il faut savoir que quand on travaille un bois sec, on est dans le train de l'histoire. Il y a eu du temps bien avant, et il y aura du temps bien après. On est à un moment de transformation de cette matière, mais un tout petit moment. Je me rappelle toujours de l'arbre debout. Pour moi, l'arbre, c'est une sorte de boussole. Mais c'est pas une boussole qui indiquerait le nord, c'est une boussole qui indique le ciel. Presque une boussole levée, si on peut dire. C'est une boussole de lumière. Et chaque feuille est tournée vers la lumière. Chaque feuille dit, voilà la lumière, elle est là. Et c'est pas pour rien que petit à petit je me suis mis à adorer certaines parties de mes sculptures, c'est vraiment pour témoigner de cette lumière. L'arbre a la lumière en lui. C'est son désir le plus fort de nous l'indiquer. Et dans mes sculptures, on peut retrouver parfois cette idée que la lumière est déjà en nous. Parce que je sculpte pas des arbres, je sculpte des hommes dans des arbres. Je voudrais témoigner de l'unité du monde qu'il y a à la fois entre un arbre et un homme. C'est pas la peine de rechercher le sacré puisque le sacré est en nous, de base. Par contre, c'est intéressant d'enlever les voiles, et j'allais dire les contreplaqués qui nous obstruent. On n'arrête pas de se protéger de cette lumière que nous avons en nous-mêmes, mais
qui par sa simplicité nous effraie, presque. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que la vie? C'est là. Le meilleur, on l'a déjà eu en naissant. À la limite, nos personnalités n'ont pas beaucoup d'importance. Au départ, c'est juste d'être là qui vaut le coup. C'est déjà ça qui est sacré. Et donc, après, je suis le premier à m'obstruer. C'est un peu comme s'il y avait des tas de galets qui étaient sur la source. Il va falloir les enlever. Il faut dégager. Et en ça, la taille directe, c'est extraordinaire. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On dégage. On dégage, on dégage, on dégage. Ce qui ne doit plus être là, c'est tout. Pour que quelque chose qui était là soit enfin là. Bien sûr, il y a une forme de départ qui vient d'une intention. Mais si j'étais que dans l'intention, je serais dictatorial. C'est parce que je vais y faire attention que peut-être qu'elle va me remuer. Elle va me dire, mais pas du tout, pas du tout ça que tu vas faire. C'est écoute-moi et on va y aller ensemble. Voilà. C'est donc d'être totalement disponible. Autant j'étais sûr qu'il aurait un visage carré, parce qu'en fait, c'est la hauteur du regard qui définit ça comme un visage. Ça suffit pour dire que c'est un visage, puisqu'ici il y a des épaules. Donc de ce côté-là, j'avançais un terrain à peu près connu. Mais là, pas du tout où je suis. Là, il y a comme une architecture qui est en train de venir. Qui n'est pas encore là. Physiquement, la difficulté, c'est d'être bloqué. C'est terrible. C'est quand on ne sait plus dans quel sens il faut tailler. C'est là que ça fait mal. Comme si toute la sculpture partait du mauvais côté. On veut préserver le capital jour. On a travaillé pendant 2 mois et on se raccroche. Et là, on en tombe malade. Quand je me rends compte de ce point paroxystique où tout d'un coup, la sculpture, elle est en train de devenir une petite rengaine qui m'étouffe. J'ai plus qu'une seule solution, c'est de lui rentrer dedans, de la couper, voire de la perdre, d'oser mourir. Je n'ai jamais réussi une seule sculpture sans ce moment paroxystique où j'avais l'impression, parce que je m'identifie, de mourir. Et donc quand je sens ce moment-là, et ça jamais personne pourra le filmer, jamais personne, c'est vraiment très personnel, mais dans mes sculptures, si on regarde bien, on voit le risque pris. Parce que oui, c'est ça qui donne envie de vivre. Mais la lâcheté, elle te saute au visage. Et comme elle me saute au visage, ma lâcheté, c'est elle que j'attaque. Alors il y a des années, c'est ce dessin-là qui me fait penser à ça. Il y a des années que j'ai en tête de faire un Orion avec un Cédalion. Pas du tout comment m'y prendre. C'est l'idée de ce géant qui est guidé par un enfant. Lui, il est aveugle. C'est l'enfant qui voit. Voilà. Il y a un merveilleux tableau de Poussin où on voit un tout petit Orion avec un Cédalion qui marche. C'est parti de là. Et je ne sais pas comment le sculpter. Mais ça fait des années que j'y pense. Voilà. Même idée que dans la sculpture, qu'il y a une lumière à l'intérieur de soi. C'est récurrent. Des fois, ça se referme. Des fois, ça s'ouvre. C'est l'idée aussi d'avoir un petit personnage avec un grand derrière. Et c'est de se laisser guider par sa part d'enfance. Voilà, ça, c'est ce que je fais peut-être toute la journée. Je suis très très heureux d'exposer à Fontevraud parce que c'est une occasion extraordinaire de parler d'une autre forme de spiritualité. Alors, en Inde, on a rencontré des Syriaques malabars. Et il s'est passé un événement majeur au Kerala, il y a eu une très grande inondation. Et ces gens qui étaient en général assez hors de la société indienne traditionnelle
eh bien, ils ont passé leur grande barque de bois de l'autre côté de la langue de sable et ils ont été sauvés des habitants du Kerala dans les rizières. Et donc, ils se sont transformés en un peuple d'anges. Et j'ai voulu rendre hommage aux pêcheurs en sculptant un grand nageur qui est devenu une sorte d'ange. Et cet ange, je vais le suspendre à la croisée du transept. Donc on va aller chercher un câble à 30 mètres de hauteur, on va descendre l'ange, je pense, vers 4 mètres de hauteur, au-dessus de la croisée du transept. Et je ne sais pas trop dans quel sens il va tourner, mais il est censé se présenter à nous sous son meilleur aspect. On verra, je le laisse faire. Après une exposition, quand pendant 2 ans, on a travaillé pour quelque chose, il faut être capable de laisser la terre reposer, se mettre en jachère, c'est important. C'est une question d'écoute. En fait, c'est un rapport presque avec le travail du paysan qui attend que sa terre soit prête et puis ça pousse. Et puis il est à l'écoute, il est attentif. Je ne peux pas imaginer la culture sans l'agriculture, moi. Ça, c'est pas possible. Je pense que tout vient de là. Et nous-mêmes, on est des terres en jachère, on est des terres productives, les artistes. On ne doit pas avoir peur de ne rien faire, évidemment. Alors, est-ce qu'on fait rien? Sans doute que non. Sans doute qu'on continue à sculpter en ne faisant rien.